C'est pas le moment de tomber. Marche le plus normalement possible. On est en train d'étudier ma façon de marcher. Je dois marcher droit et pendant ce temps, on mesure les mouvements de mon dos. Le sujet du jour, ce sont les mauvaises postures. Que peut-on faire contre les mauvaises postures, quand on travaille dans une crèche par exemple? Nous allons également découvrir de nouvelles techniques opératoires en cas de scoliose, cette déviation congénitale de la colonne vertébrale. Tu fais ça très bien. On enregistre plein de données. Nous sommes dans un centre d'orthopédie à Munich avec le docteur Christian Schneider, qui est donc orthopédiste. Et nous nous penchons sur notre maintien. C'est grave, docteur? La patiente est viable. Viens par ici, on va regarder ça de plus près. Alors? Nous avons ici les résultats en résumé. Les pieds, la colonne vertébrale. La démarche et les mouvements de la colonne permettent déjà de tirer des conclusions. Là, nous pouvons constater une bascule du bassin. Regardez, c'est un peu plus bas à droite. Il faut dire que cette bascule, ça fait déjà 20 ans que je l'ai. C'est souvent de naissance. Oui, Tu la sens? oui. Et d'ailleurs, tous les ostéopathes notent ce déséquilibre. Déséquilibre, oui. Disons que le déplacement est mesurable et que cela entraîne une torsion du bassin. Je suis obligée de faire comme ça. Tout à fait. La torsion se répercute dans la colonne vertébrale, d'où cette légère déformation en S. On peut faire quelque chose? On doit. Bien sûr qu'on peut faire quelque chose. L'une des possibilités étant déjà de compenser cette bascule. Comment? Si tu mets une semelle correctrice ou une talonnette dans ta chaussure, ça réajustera ton bassin. Et tu devrais déjà sentir ta tenue se modifier. Cette bascule du bassin chez Émilie montre bien qu'un mauvais alignement ou une posture défectueuse innée peuvent déséquilibrer notre position. Cela dit, la colonne vertébrale et la musculature des bipèdes se sont améliorées au cours de l'évolution. Mais au quotidien, nous sommes sans cesse tentés d'adopter de mauvaises postures qui sollicitent inutilement notre ossature, entraînant bosses, cambrures excessives et déséquilibres. La question de savoir comment soigner son maintien a donné lieu à quantité d'idées reçues. D'abord, le syndrome du cou texto. Depuis l'avènement des portables, nous regardons de plus en plus vers le bas, toutes les 18 minutes de nos jours avec les smartphones. Ce faisant, la nuque doit supporter le poids de la tête. En position verticale, cela représente 5 kg. Mais, irrésistiblement attirés par notre smartphone, nous inclinons le cou à 45 degrés. Et ce sont alors 22 kg qui pèsent sur la nuque. Le poids d'une chasse d'eau. Michaela Fuchs est kinésithérapeute. Elle sait bien ce qu'entraîne cette sollicitation permanente. Dans un premier temps, cela peut générer des tensions, c'est-à-dire des contractures musculaires avec réduction de la mobilité. En clair, tourner ou incliner la tête ne se fait plus aussi bien. Dans le pire des cas, cela peut évoluer vers une hernie discale, avec des picotements et des engourdissements dans les bras et les doigts. Donc, le cou texto existe bel et bien. Mais que peut-on y faire sans renoncer à son portable? On peut déjà essayer de tenir son portable plus haut, de manière à se retrouver automatiquement dans une position plus droite. Et quand on répond à ses courriels, autant le faire sur son ordinateur, où la position est meilleure à la base. Deuxième idée reçue, se tenir droit. Est-ce vraiment la bonne posture quand on est assis? L'Allemagne compte 17 millions d'emplois de bureau. En France, près de 16 millions de gens travaillent assis. Tout ce monde passe au total 9 ans dans cette position, souvent tordu ou avachi. À l'école, pourtant, on apprend à se tenir droit, à plier les jambes selon un angle de 90 degrés et à redresser le torse. Mais est-il bien raisonnable de rester immobile dans cette posture? Non. Nos disques intervertébraux adorent le mouvement. Quand nous nous tenons droit, les vertèbres expulsent l'eau contenue dans ces disques. Lorsque nous nous adossons, ils aspirent de nouveau cette eau enrichie de nutriments. Au lieu
lieu de se figer selon un angle à 90 degrés, mieux vaudrait adopter une assise dynamique et se lever dès que l'occasion se présente. On peut par exemple disposer les objets dont on a souvent besoin, non pas à portée de main sur son bureau, mais un peu à l'écart. De cette façon, vous allez devoir vous lever et passer de la posture assise à la station debout. Enfin, l'apport du sport. Le maintien suppose de la force musculaire. Des muscles du dos ou du torse trop faibles ne soutiendront pas assez la colonne vertébrale et la posture sera trop cambrée ou avachie. Le sport peut être utile, mais à condition d'entraîner tous les muscles de façon homogène. Ce qui n'est pas le cas pour les sports de frappe ou de lancer. Au tennis comme au lancer de poids, un côté du corps est plus sollicité que l'autre, ce qui déséquilibre la musculature. Qu'il s'agisse de lancer ou d'attraper, si je suis droitière, il est clair que le côté droit fournira plus d'efforts. Et avec le temps, l'épaule droite sera plus basse que l'autre. La pratique d'un sport comme la natation, qui fait appel à tous les muscles, ou bien l'entraînement ciblé de l'autre côté du corps, peuvent aider à compenser. Un homme jeune et en bonne santé devrait arriver à toucher le sol. Quand on fait près de 2 mètres, le sol est rudement loin. Mais Mais avec de l'entraînement, tu y arriverais. c'est ce que je fais. Dans cet exercice, cette zone devrait être droite. Là, on voit bien que le haut du corps dévie. Je vois ça, oui. Le buste part à droite. Quand on a mal au dos, on pense toujours que la douleur vient des articulations. Dans quel pourcentage des cas vient-elle des muscles? Chez les personnes âgées, ce sont effectivement les articulations. Les os frottent les uns contre les autres et font souffrir. Chez les jeunes, et en cas de douleur fonctionnelle, cela vient surtout des muscles. Comment savoir ce qu'il en est chez Adrian? Un test permet de visualiser la stabilité au niveau de la colonne vertébrale et de la musculature. Je monte là-dessus? S'il te plaît, oui. On va faire les premières mesures debout. Laisse pendre les bras et voyons ta stabilité. Ça bip. Attention, ça commence. Ici, nous voyons son centre de gravité se déplacer dans un système de coordonnées. C'est en fonction de sa stabilité et de son aptitude à tenir en place. Passons au test suivant. Tiens-toi maintenant sur la jambe gauche, les yeux ouverts, et laisse pendre les bras. Attention, on mesure à gauche. C'est déjà un peu plus difficile. Il tremble un peu, il est moins stable sur une seule jambe, forcément. Oui, sur une seule jambe, c'est plus difficile. Il faut compenser avec les bras. Bien plus difficile, oui. Tu sens travailler tes muscles, Adrian? D'accord, on arrête. Passons maintenant à un autre test, où tu devras lutter contre la résistance de la plaque. Sous tes pieds, la plaque va bouger, et tu vas essayer de garder l'équilibre. D'accord. C'est parti. Dans ce petit jeu, on passe d'un niveau à l'autre. Je vois. L'idée, c'est de compenser le mouvement de la plaque. Tout à fait, Et de garder le buste le plus droit et le plus immobile possible. c'est ça. Soit c'est facile, soit je fais ça de travers. Ça va se gâter. D'accord? Méfie-toi. C'est ce que je craignais. Là, il faut appuyer plus fort. C'est un peu comme faire du ski, en fait. Exactement. Oh, ça tangue. J'ai l'impression de revenir d'une balade en bateau, là. Bon, tu vas jusqu'à 20. C'est pas mal. En effet, voici nos mesures de stabilité. La croix est juste au milieu. Oui. Et comme tes dorsaux ne sont pas tout à fait assez forts, tu te penches un peu en avant. Tu te centres à l'avant. Qu'est-ce que ça nous dit sur ces muscles? En dépit de la déviation constatée tout à l'heure, la musculature est assez bien équilibrée, à droite et à gauche. Mais comme elle est un peu trop marquée à l'avant, il faudrait travailler les dorsaux. Voyons un peu comment nous débarrasser de nos mauvaises postures. Déjà, il faut bien dire qu'au travail, nous adoptons souvent des positions inadaptées. Et pas seulement au bureau. Imaginez-vous travaillant dans un univers de toutes petites personnes.
Nicole Müller est éducatrice. Son cadre de travail n'est pas tout à fait adapté à sa taille. Ici, les adultes doivent constamment se faire tout petits. Wenn wir 2 Sonnen malen, dann ist es viel schöner. Ups. Magst du es aufheben, Jamie? Et en plus, ils doivent sans arrêt soulever les enfants, ce qui n'est pas sans laisser de traces. Schau mal, die aus dem Schrank, die Dose. Bei mir wurde letztes Jahr ein doppelter... L'an dernier, on m'a diagnostiqué une double hernie dans la colonne cervicale. könnte mit dem Kita-Alltag zu... Ça pourrait être lié au travail à la crèche, car les surcharges sont courantes. Nicole n'est pas un cas isolé. En Allemagne, 60% des éducateurs souffrent de douleurs dans le dos, pouvant entraîner des incapacités de travail. Bodo Kumstedt, de la Caisse Assurance Accident de Rhénanie-Palatinat, s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Il a initié une étude sur l'ergonomie dans les crèches. L'important était de déterminer quelles activités génèrent quelle sursollicitation. C'était le seul moyen de connaître les mesures qu'il fallait mettre en place. L'Institut pour la sécurité au travail procède à des mesures au moyen d'un système de capteurs. Pour le genou, nous mesurons d'une part l'inclinaison de la jambe, de l'autre celle de la cuisse. Et avec les données des deux capteurs, nous allons calculer la flexion du genou. Même chose pour le dos, l'inclinaison lombaire et l'inclinaison dorsale vont nous donner la courbure de la colonne vertébrale. 2 jours durant, dans chacune des 9 crèches étudiées, les chercheurs ont mesuré les efforts quotidiens de 2 éducatrices. 15 secondes. On est déjà dans le rouge, là. Oui, bien sûr. Il y a toujours des phases de récupération. Là, par exemple, elle peut prendre appui. Cette situation de jeu montre bien à quel point des éducatrices comme Nicole peuvent adopter des postures inadéquates. C'est surtout quand elles prennent en charge les jeux au sol qu'on enregistre des angles importants du torse et des genoux. Au niveau du torse, les durées sont très variables, tandis qu'au niveau des genoux, le graphique montre que c'est bien plus long. Elles peuvent garder ces postures jusqu'à 2 ou 3 minutes. L'étude a mis en évidence que les éducatrices adoptaient un angle pénible pour les genoux 40 minutes par jour et qu'elles se penchaient trop en avant pendant 18 minutes. À la longue, il est clair que ces postures penchées vont entraîner un mal de dos. Cela va des tensions jusqu'à, dans le pire des cas, des hernies discales. Au niveau des jambes, on constate des douleurs dans les genoux qui risquent de dégénérer en arthrose. Ce n'est pourtant pas une fatalité. Désormais, au lieu de se pencher vers chaque enfant, Nicole utilise un tabouret à roulettes. Les responsables de la crèche et l'assurance accident ont transposé des concepts ergonomiques pour minimiser les défauts posturaux de leurs collaborateurs. Dans le temps, je casais tant bien que mal mes jambes sous les tables. Maintenant, je peux m'adapter en hauteur et je me déplace plus facilement pour aider les enfants. J'ai moins de tension dans les genoux. C'est vraiment un soulagement. Autre innovation, des estrades pour que les enfants soient plus à la hauteur du regard des puéricultrices quand ils jouent. Et de petits escaliers pour qu'ils rejoignent eux-mêmes les aires de travail. Les éducatrices n'ont plus besoin de les porter. L'étude a révélé que ces changements permettaient de faire passer la sollicitation des genoux de 40 à 15 minutes et de réduire d'1 tiers les flexions du torse vers l'avant. Depuis 1 an que Nicole travaille à la crèche ergonomique, elle a nettement moins mal au dos. En Rhénanie-Palatinat, les 3/4 des crèches nouvellement construites misent déjà sur l'ergonomie. Mais n'oublions pas une chose, il ne suffit pas d'avoir des équipements ergonomiques. C'est aussi une question de comportement. Quand on a un tabouret à roulettes, il faut l'utiliser et non pas s'asseoir à côté sur un siège d'enfant. En faisant attention, tout comme Nicole, vous éviterez de vous retrouver en mauvaise posture.
Le mobilier ergonomique est donc un bon moyen d'éviter les positions inadéquates. Nous voulons tous les deux corriger notre mauvais maintien. C'est pourquoi nous sommes ici, dans la salle d'entraînement de ce centre d'orthopédie munichois avec le Dr Haag. Ça va, Adriane? Moi, j'exerce mon sens de l'équilibre. Et toi? J'appelle ça embrasser le sol. Toi, au yoga, tu l'appelles la posture de la colombe, non? Oui, c'est du yoga. On doit tenir combien de temps? À peu près 10 à 20 minutes. Non, secondes. Je dois dire que ça tire par ici. Mais c'est pas le dos, là. Quel est le rapport avec le dos? Cette posture de la hanche influence considérablement la forme de la colonne vertébrale. En fait, on mobilise le muscle qui relie le fémur à la hanche, ce qui permet d'agir sur la colonne. Et c'est exactement ce qu'il nous faut, mobiliser la hanche afin de pouvoir faire travailler le tronc correctement. Tire les épaules en arrière, tends bien le torse et on tient. Une vraie colombe. Avec le temps, ça devient un peu désagréable. J'ai la jambe gauche qui commence à trembler. En quoi cet exercice est-il bon pour ma bascule du bassin? Sur les surfaces instables, il faut réagir à des stimuli aléatoires, comme des poussées, ce qui sollicite la communication entre le cerveau et les muscles. D'où un travail qui va de la tête aux pieds, ce qu'on voit bien ici au niveau de la cheville. Et justement, avec ce type de bassin, il faut améliorer la capacité de proprioception. Ça tire dans l'aine. Absolument. C'est ce qu'il faut. Et si j'avais plus d'abdos, ça arrangerait mon bassin? Les abdos et les dorsaux rendent le bassin plus stable. Des gens sans problème de maintien, ça existe? Sans problème de maintien, je ne crois pas. Mais il y a de mauvaises postures sans symptômes douloureux. Fini. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre pour mon bassin? Pour le bassin, nous avons vu qu'il fallait améliorer ou maintenir la stabilité du torse. Il faut entraîner les abdos et les dorsaux. Et pour ça, rien de mieux que de s'exercer avec des sangles. J'ai horreur de ça. Il y a d'excellents exercices. C'était pour que tu m'aides à me relever? Ah ouais, je croyais que tu... T'inquiète. Allez, on va faire des pompes. Ça y est, ça commence. Tout ce que je déteste. Là aussi, il faut exercer le torse. Les épaules en arrière, on fait le double menton, on rentre le ventre et le dos. Rien que ça, c'est déjà très désagréable. Toi, travaille un peu la rotation du torse. Les jambes écartées, souples, dans les genoux, les coudes au corps, et on maintient la tension. Bonjour. Voilà. Maintenant, tâche de faire le double menton. Ça va stabiliser la colonne cervicale. Et tire les épaules en arrière. En arrière. Ah, on est beau là. C'est vrai, ça donne l'air idiot. Et maintenant, on rentre le ventre. Impayable. Il s'agit d'entraînement, pas de beauté. Oui, mais nous, à la télé, nous sommes toujours en représentation. Parfait. Je te vois mal faire ça chez toi, Adriane. Justement, à la maison, personne ne regarde. Il y a aussi des exercices pour tous les jours, pour travailler l'équilibre, comme ce que tu as fait. Le plus simple, celui que je conseille à tous mes patients, c'est de se brosser les dents sur une seule jambe. D'accord. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez faire ça systématiquement. Quand on se brosse les dents, on ne fait que ça. Alors rien ne s'oppose au brossage sur un pied. Soyons réalistes. En faisant ça, mettons 2 fois par semaine. À partir de quand y aura-t-il une amélioration? Pour ce qui est de l'équilibre, l'important c'est de s'exercer sur la durée. Disons pendant 4 à 6 semaines. Prenons le test que nous avons fait tout à l'heure avec Adriane. En te brossant systématiquement les dents sur une seule jambe pendant 4 à 6 semaines, le résultat sera clair et net. Tu auras beaucoup moins de mal, notamment sur la jambe droite. Là, d'accord. Se brosser les dents sur une seule jambe, c'est pas trop dur. Et je trouve que 4 à 6 semaines, c'est plutôt rapide. Donc, les mauvaises postures sont généralement liées à de mauvaises habitudes. Mais c'est parfois aussi de naissance, comme la scoliose. Une nouvelle approche venue des USA vise à aider les patients à maintenir leur mobilité. Allez, double menton.
Samuel a une scoliose. Sa colonne vertébrale, au lieu d'aller tout droit, part nettement à droite. Pour l'instant, Samuel ne s'en rend pas tellement compte. Mais David, son père, souffre lui aussi de cette pathologie, dont les causes sont en partie génétiques. J'ai beaucoup de séquelles. J'ai de l'arthrose. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une dorsalgie plus une cervicalgie. Donc tout ça à cause de la courbure de ma scoliose. Et je vais porter ça pendant très longtemps encore. Mais bon, après, on vit avec. En France comme en Allemagne, environ 4% de la population souffre de scoliose, c'est-à-dire d'une déviation de la colonne vertébrale supérieure à 10 degrés. On propose alors souvent des séances de kinésithérapie ou le port d'un corset. Mais pour Samuel, ce n'est pas suffisant. Sa déviation de 40 degrés est trop importante et relève de la chirurgie. Vincent Cunin s'est spécialisé dans le traitement de la scoliose. À son avis, l'intervention chirurgicale est ici inévitable. À l'âge adulte, on dit que ça peut évoluer encore de pratiquement 1 degré par an. Alors vous voyez, là on est à 40 degrés. Si on se projette dans le futur, on peut imaginer à 40 ans une scoliose de plus de 70 degrés. Et là, donc avec des complications qui peuvent aller jusqu'à une atteinte respiratoire, en plus de ces douleurs dont je vous ai parlé. L'intervention pratiquée jusqu'à maintenant consistait à redresser et à immobiliser les vertèbres au moyen de tiges métalliques. Une façon de faire qui n'est pas sans conséquences. L'inconvénient principal, c'est qu'on va bloquer le mouvement de la colonne vertébrale. Ce tuteur, il est rigide, donc certes on redresse bien le dos, mais la partie opérée, la zone sur laquelle on a mis le tuteur, elle ne bouge plus. Et ça de façon définitive, pour toute la vie. À l'époque, les parents de David ont refusé. Je pense qu'ils ont pris l'option corset, Milwaukee à l'époque, pour essayer d'arranger au maximum la scoliose, quoi. Et ça a marché? Non. Mais il y a de l'espoir pour Samuel. Vincent Cunin est l'un des rares en Europe à pratiquer une nouvelle méthode venue des États-Unis, la correction dynamique de la scoliose. Au lieu de tiges métalliques, c'est une cordelette qui va tirer et redresser la colonne vertébrale. Pendant l'intervention chirurgicale, on va tendre le câble pour déjà redresser un petit peu la colonne vertébrale. Et là, on corrige d'environ 50% la colonne vertébrale en général. Et puis ensuite, c'est la croissance qui va faire le reste du travail. Cette cordelette, elle est inextensible, on ne peut pas l'étendre. Donc de ce côté-là, la colonne vertébrale ne va plus grandir, mais elle va grandir de l'autre côté. Donc petit à petit, avec le temps, la colonne vertébrale va se redresser. T'as bien compris l'intervention chirurgicale? Oui. Et papa et maman? Oui. Vous n'avez pas de questions? Non. Pour Samuel, c'est le grand jour. Il était temps, car l'opération doit impérativement avoir lieu avant la fin de la croissance. L'intervention, pratiquée par endoscopie, ne nécessite que de petites ouvertures. Cela évite aux enfants une hospitalisation prolongée et bien des souffrances. Là, on voit le poumon du côté où on doit travailler, mais qui n'est pas complètement exclu. Donc, il faut encore qu'on dégonfle bien ce poumon pour pouvoir travailler. La colonne vertébrale, elle est sous le poumon, là, qu'on voit sur l'écran. Le chirurgien n'a besoin que de 3 petits accès pour positionner les vis métalliques et la cordelette. Samuel va passer 3 bonnes heures sur la table d'opération. On va positionner le câble au niveau des têtes de chacune des vis, avant de le mettre en tension. Vas-y. C'est lors de cette mise en tension que les vertèbres sont rectifiées. À l'issue de l'opération, les patients gagnent parfois jusqu'à 2 cm. Vincent Cunin a déjà opéré 15 patients, mais la méthode n'est pas encore complètement aboutie. On voit malheureusement le processus évolutif scoliotique se poursuivre en dessous de la zone opérée. Peut-être pour ce cas particulier, aurait-il fallu faire un montage plus étendu vers le bas pour éviter cette évolution qui va peut-être nous conduire à réintervenir pour allonger notre montage vers le bas. C'est pourquoi il faut régulièrement surveiller l'évolution après l'opération, comme pour Savannah, la sœur de Samuel. Elle aussi a été opérée il y a quelques semaines. Une radio permet de visualiser les résultats. La déviation, qui était au départ de 50 degrés, a diminué de moitié. Donc il y a une première étape de correction pendant l'intervention chirurgicale que l'on voit sur ces radiographies. Et puis ensuite, au fur et à mesure de la croissance, sur les 3 années qui viennent, on va voir petit à petit la colonne vertébrale se redresser. On peut même espérer, vu le potentiel de croissance qu'on a ici, redresser complètement la colonne vertébrale de Savannah. Contrairement à ce qui se passe lors de l'intervention classique, Savannah, âgée de 9 ans, n'a rien perdu de sa mobilité.
de plus. Là, je suis capable de rester debout à l'infini. Enfin, pas à l'infini, mais au moins une ou 2 heures. Pour Samuel aussi, l'opération est une réussite. Il a pu quitter l'hôpital au bout de 2 jours. Attention à pas me tomber dessus. C'est pas gagné. Si vous craignez que votre enfant ait une scoliose, consultez tout de suite un spécialiste. En effet, les mauvaises postures ne sont pas si faciles à repérer. Ce qui est certain, c'est qu'au jour le jour, nos activités tendent à nous faire adopter des positions qui font empirer la situation. Et nous faisons sagement nos exercices. Nous avons échangé. À moi la colombe, et toi, Adriane? J'essaye ce que tu faisais, mais ça n'y ressemble pas. Tu vas y arriver. Sur ce, salut. À la prochaine. Regarde, c'est pas mal non plus, ça. Adriane? Oui? Tout va bien? Oui, je me donne à fond, là.